Bonjour tout le monde, on va commencer le webinaire. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la Coxida et je suis en compagnie de Michael Bailey de Katie. Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire, la PrEP, initiative communautaire en matière d'accessibilité. Ceci est le deuxième webinaire d'une mini-série de deux, une collaboration Coxida-Katie. Le premier webinaire, il y a un mois, c'était un genre 101 de la PrEP avec une présentation de Riaz Fadel du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est disponible sur le site YouTube de la COC. La disponibilité de la PrEP, notamment à l'extérieur de Montréal, a toujours été un défi. L'élaboration de lignes directrices par le MSSS aide, l'accès s'améliore aussi, mais il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on présente les organismes communautaires qui ont mis sur pied des initiatives pour améliorer l'accès. Merci beaucoup. On va commencer avec Miels Québec qui va nous rejoindre, Patrick Labbé de Miels qui nous rejoint à l'instant. Patrick est technicien en travail social de formation. Il est chargé de projet au Miels Québec et est impliqué dans le milieu du VIH depuis 2015. Donc, Patrice, pardon, je te débaptise. Patrick, on te laisse la parole. Bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, de m'avoir invité pour le webinaire. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous parler du corridor de services qu'on a fait avec notre partenaire, la clinique TSS Secure, qui a débuté depuis déjà la fin février, début mars, là, que le corridor est sur pied et fonctionnel. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui un peu de vous expliquer les différentes étapes à la mise en place de ce corridor de services-là. Donc, de A à Z et jusqu'à aujourd'hui, à quoi ça ressemble la situation de notre corridor de service. Donc, en premier lieu, bien sûr, il y a eu à former nos intervenants par rapport à la PrEP. Donc, que ce soit en se basant sur les webinaires, en se tenant à jour sur la réalité de la PrEP, et bien sûr en se basant sur le guide pour les professionnels de la santé en lien avec la PrEP à Québec. Dans le fond, c'est surtout autour de ce document-là, bien sûr, que le corridor a été fondé. Toutes les lignes directrices en lien avec la PrEP veut pas s'y retrouvent. Donc, c'est vraiment une des premières étapes, c'était d'être capable justement de maîtriser notre sujet en lien avec la PrEP avant de pouvoir approcher d'éventuels partenaires pour la création d'un corridor de services comme celui-là qui nous permet d'augmenter l'accessibilité à la PrEP dans notre région. Par la suite, c'est sûr que ça a été d'identifier un milieu de pratique qui était propice, un milieu partenaire. Donc, à ce niveau-là, on avait déjà des intentions, nous, d'approcher la clinique TSS Secure, qu'on avait déjà dans notre mire, qu'on savait qui offrait la PrEP. Donc, en parlant justement à différents partenaires en lien avec l'implantation de la PrEP, ici c'était à Québec, mais tu sais, ce qui nous revenait souvent, c'est d'aller vers, par exemple, des cliniques où est-ce qu'ils font déjà, par exemple, du dépistage des TSS, qui ont déjà de la spécialisation là-dedans, ou qui ont déjà un bassin intéressant de clientèle qui pourrait être éligible à la PrEP. Donc, de commencer toujours, justement, avec des milieux qui ont soit déjà une base, qui a un bassin de population qui est intéressant pour la PrEP, qui offrent peut-être déjà, justement, des services de la PrEP, ou dans les plus petites communautés, c'est soit de partir avec des partenaires avec qui on a déjà des bons liens au niveau du système de la santé. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il a fallu qu'on se rencontre, regarder c'était quoi les besoins communs, les mandats de chacun, nos missions, nos ressources, les différents objectifs qu'on voulait atteindre en lien avec la PrEP. Fait que c'est basé sur ce qu'on avait en commun, ce qu'on pouvait offrir l'un à l'autre pour l'établissement d'un corridor comme celui-là. Ensuite, on a eu à travailler sur un protocole qui était justement basé, je parlais du guide pour les professionnels de la santé en lien avec la prophylaxie au VIH. Donc, vraiment, dans le protocole, on y retrouve tout, que ce soit le mandat de l'intervenant, les mandats au niveau de la clinique, le médecin, les infirmières, l'horaire, si on a du visuel aussi qu'on veut faire la promotion, bien, tout se retrouve dans ce protocole-là. Donc, à la suite de différentes rencontres avec le protocole, des échanges par courriel, bien, on en arrive à présenter un protocole final et en faire la signature. Puis finalement, c'est d'en faire la promotion. Fait que nous, on a décidé de créer du visuel pour en faire la promotion. Donc, on a créé des affiches pour la PrEP.
pour le corridor des services, fait que c'est toujours de regarder justement avec nos partenaires, surtout quand on parle de clinique ou de système de la santé, mais souvent c'est s'assurer qu'on peut utiliser les logos, que c'est approuvé par les communications, etc. Et c'est un peu les étapes qui nous ont amené à pouvoir créer ce corridor de services-là à la base. Donc, pour vous présenter un peu à quoi ressemble notre corridor de services, ben, il se fait en 2 temps. Fait que, en premier temps, les gens vont prendre un rendez-vous, que ce soit par courriel à notre ligne justement, notre courriel infoprep@mills.org ou encore par téléphone, étant donné qu'on a une ligne d'écoute qui est déjà mise en place. Donc, les gens peuvent aussi appeler sur la ligne pour prendre un rendez-vous. Comme vous voyez, un calendrier à droite qui montre un peu justement les plages horaires qu'on a décidé d'utiliser pour les premières rencontres qui sont avec un intervenant au MIES Québec et la suite qui se fait en clinique pour des tests d'initiaux. Donc, vraiment, on a décidé de mettre le mardi et le mercredi nos plages horaires pour un MIELS pour être vraiment décalé de 24 heures avec les plages horaires de la clinique. Comme ça, une personne qui passe chez nous, par exemple le mardi, aurait la possibilité d'avoir sa première rencontre en clinique directement le lendemain. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là de pouvoir offrir un service qui était rapide. Donc, normalement, les gens qui passent par notre corridor sont capables d'entrer là, à l'intérieur de 24 heures ou d'une semaine pour un premier rendez-vous. Fait que vraiment, la rencontre avec l'intervenant, on va toujours prévoir un 30 à 60 minutes avec eux. Donc, on va vraiment regarder à répondre à leurs questions, répondre à leurs inquiétudes en lien avec la PrEP, que ce soit aussi de valider leur éligibilité. On parlait bon, de lignes directrices dans les guides pour les professionnels de la santé. Mais on se base directement sur ces lignes directrices-là, étant donné qu'au niveau de la clinique, ben, c'est avec ça qu'ils travaillent aussi. Puis ensuite, on est là, bien sûr, pour donner toute l'information qui est nécessaire à ces personnes-là pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Est-ce que la PrEP me convient comme stratégie? Ou finalement, je me rends compte que ça se place peut-être plus ou moins dans ma réalité. Fait que vraiment, cette rencontre-là sert à ça. Ça nous sert aussi à dépister aussi s'il y a d'autres types de problématiques, si la motivation de la personne, bon, si son copain ou son conjoint ou sa conjointe qui le pousse à utiliser la PrEP, bon, y a-t-il un passé en lien avec de la violence à caractère sexuel, etc. Fait que cette rencontre-là nous permet aussi de faire de l'intervention là, ou de la référence s'il y a d'autres problématiques qui se présentent là, lors de cette première entrevue-là ou au counseling-là, en fait, que je devrais dire. Donc, ça ressemble à ça pour notre côté de la médaille. Donc, on prévoit un 30 à 60 minutes. Sinon, ensuite, on fait le pont avec la clinique. Donc, pour la première rencontre en clinique, on parle vraiment d'environ une trentaine de minutes avec l'infirmier ou une infirmière là-bas. Et ils vont voir un médecin. Donc, ça va être pour tout ce qui est tests initiaux, fait, tests de dépistage, les différents tests médicaux, moyens de fonction rénale, etc., duquel il faut avoir un suivi lorsqu'on est sous PrEP. On a vraiment plus l'aspect médical, un très court counseling qui est fait aussi à ce niveau-là. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les plages horaires sont vraiment décalées d'environ 24 heures pour permettre un accès très rapide là, à la PrEP. Donc, je parlais de créer le pont avec la clinique, vraiment comment on va fonctionner. À la fin de notre rencontre, on parlait bon, d'éligibilité. On va remettre une fiche que je vais vous montrer à la prochaine diapo. Donc, c'est une fiche que le participant qui utilise le corridor va devoir transmettre lors de sa prise de rendez-vous. On laisse le participant aussi prendre l'initiative de prendre son rendez-vous à la clinique, étant donné bon, qu'il est maître aussi de son agenda et tout. Donc, dans la fiche, vraiment, on va y retrouver les facteurs selon lesquels il est éligible. Il va pouvoir se présenter. Fait que ça va éviter vraiment de refaire un counseling complet ou de refaire des tests de dépistage qui ont peut-être déjà été faits chez nous, étant donné qu'on offre des cliniques avec notre partenaire CIDEP ici. Donc, si on été faits dans la même semaine, ben, ils vont prendre en compte que certains dépistages ont été faits. Ils vont juste complémentariser là, avec d'autres tests s'il y en a qui sont manquants. Sinon, notre corridor de service, oui, on peut commencer vraiment de A à Z en voyant un intervenant, parlant de PrEP et ensuite débuter une nouvelle PrEP, par exemple. Cependant, il y a des personnes qui peuvent passer par notre corridor. Si jamais ils sont déjà sous PrEP, déménagent à Québec, ils veulent continuer à avoir un suivi, on peut les passer directement là, via notre corridor, via notre partenaire, la clinique TSS Secure, sans nécessairement qu'ils aient à revoir un intervenant pour faire le processus complet. Donc, on est quand même une porte d'entrée à ce niveau-là. Donc, je parlais de la fiche qui est remise.
En gros, c'est vraiment les critères d'éligibilité qu'on retrouve ici à gauche. Si on voit bien, on a les critères d'éligibilité. On fait simplement cocher. Donc, c'est recommandé, ça peut être envisagé. Si jamais la personne a déjà utilisé une PrEP, on peut l'inscrire. Le choix de la prise. Simplement, c'est vraiment des petites informations pour faciliter là, la suite rendue à la clinique. On parlait des tests initiaux au niveau du dépistage, s'il y en a qui ont été faits la date. Nous, on signe le document. Et à l'arrière, elles ont un aide-mémoire, donc des différents sujets desquels on a pu parler lors du counseling. Et toute l'information pour la prise de rendez-vous ensuite qui est disponible pour eux, pour qu'elles puissent prendre donc, leur rendez-vous. Sinon, on parlait de promotion. Rapidement, on a fait la promotion de ce corridor-là sur plusieurs plateformes. Ce qui était important pour nous, c'est de faire connaître ce nouvel accès-là à la PrEP à Québec. Donc, on a eu un article Gracieuseté du Sud qui a été fait par rapport à notre corridor. On a fait la publication sur Facebook. On a eu la chance d'avoir une entrevue à la télé, un petit topo télévisé avec Radio-Canada. On a des notifications sur Grindr aussi via Grindr for Equality. Et on a créé un dépliant qui en fait la promotion. En fait, on a un comité de travail sur la PrEP à Québec, donc avec plusieurs partenaires. Et on fait aussi la promotion des différents endroits où la PrEP est disponible à Québec via un dépliant. Et bien sûr, la fiche que je parlais tout à l'heure qui est distribuée un peu partout dans les saunas ou les endroits où est-ce qu'on fait du dépistage mobile. À ce jour, vraiment, ce qu'on remarque qui fonctionne le plus au niveau justement du recrutage pour les personnes en lien avec le corridor de la PrEP, c'est vraiment au niveau de Grindr via Grindr for Equality. C'est vraiment ce qui ressort le plus, où les gens ont entendu parler et où justement ils ont eu un intérêt pour la PrEP. Étant donné aussi que Grindr maintenant permet d'afficher son issue de PrEP, donc les gens, ça les amène à questionner. Puis avec la notification justement qui invite les gens à s'informer, à venir chercher du counseling sur la PrEP, ben, c'est vraiment la source qu'on a eu le plus de liens par rapport à notre corridor. Fait que, rapidement pour clore l'état de la situation en ce moment, donc depuis qu'on a commencé en fin février, début mars, on a un rendement vraiment qui se remplit à la semaine. Fait qu'on avait la crainte, vu qu'on a seulement 2 plages horaires par semaine, on avait la crainte que ça se remplisse très rapidement ou qu'on ait de l'attente. On appelle ça un corridor d'accès rapide. Puis là, on ne voulait pas avoir une attente de 1 mois, veut pas. Mais normalement, ça se remplit pas mal au fur et à mesure à la semaine. Donc, ça a été très progressivement. Fait que le délai d'attente reste très court. Jusqu'à maintenant, on a eu 16 participants. Il y en a 2 qui se sont rajoutés cette semaine, donc 18 participants. La totalité de nos participants, c'était des ARSA jusqu'à maintenant. Et des 18, là, on a 14 qui ont utilisé la version complète, donc counseling avec intervenant et donc suivi directement avec la PrEP par la suite. En fait, 16 vu qu'on est rendu à 18. Puis on a 2 personnes, par exemple, qui ont passé directement par la clinique d'essai sécurité via nous sans avoir un intervenant, étant donné que c'était certainement pour refaire un suivi de PrEP qui était déjà en cours là, à ce moment-là. Puis sur les 16 personnes qu'on a vues en counseling, il y en a 15 dans le fond. Si je rajoute 2 à tous mes chiffres, là, il y en a 15 qui ont décidé bien de commencer la PrEP là, suite au counseling. Donc, ça ressemble à ça pour l'état du corridor de service. Donc, je n'avais pas d'informations supplémentaires à donner à ce niveau-là. Sinon, je sais que la période de questions là, va être à la fin. Donc, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment intéressant. La période de questions, si vous voulez les inscrire à ce moment-ci par rapport à la présentation sur Miels Québec, du Miels Québec, je vais les prendre en note puis pouvoir les poser à la fin pour être sûr que ça va rondement et il y aura une période de questions finale. Donc, merci beaucoup, Patrick. Je suis présentement avec Gabrielle Donnet-Lorrain de Réseau. Gabrielle qui va nous parler donc des nombreuses choses que Réseau fait en fonction de la PrEP, mais notamment la participation CIDEP+. Gabrielle est intervenante de proximité à l'organisme depuis près de 2 ans. Il est titulaire de baccalauréat en sexologie. Il s'intéresse à la santé des hommeries et des harcèlements depuis le début de ses études universitaires. Il a été assistant de recherche sur le projet du Net-Gay Baromètre de Alain Léaubon et l'équipe de Joanne Otis avec le projet Mobilise, et plus récemment sur le projet d'évaluation de l'acceptabilité et de la faisabilité d'un programme de don de placement destiné au fractionnement pour les harcèlements de la communauté gay montréalaise.
Donc, Gabriel, merci beaucoup d'être là. Je te laisse la Oui. parole. Bien, merci à vous de m'accueillir dans ce webinaire-là. Donc, je suis très heureux de présenter aujourd'hui ce que Réseau fait concernant la PrEP. Donc, très rapidement, je vous présente un peu qu'est-ce que c'est Réseau. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, j'essaie de changer mes diapos. OK. Donc, voilà, Réseau est un organisme à but non lucratif qui est actif dans la communauté depuis 91. Donc, nous, on s'occupe des hommes gays, bisexuels, qu'ils soient cisgenres ou transgenres, et donc de tous les hommes aussi qui ont une relation sexuelle avec d'autres hommes. Notre mission, c'est vraiment de développer et de coordonner des services et des activités en lien avec la prévention et la promotion de plusieurs aspects de la santé, notamment la santé sexuelle, mentale, physique et sociale. Rapidement, je tiens à vous dire un petit mot sur l'origine de Réseau. Anciennement, on appelait ça 00 et ça faisait référence donc à 0 cas de séropositivité au VIH, donc qui traduisait justement la volonté première du groupe à éradiquer le sida à l'époque. En réponse aux nouveaux besoins exprimés par la communauté, on a un peu changé, on a changé de nom, puis on a changé aussi nos services. Donc, on a élargi notre mandat et on va un peu plus loin là, dans une optique de santé globale. Donc, voilà la petite histoire. Et puis, donc, partenariat entre Réseau et le CIDEP Plus de Montréal. Donc, petite mise en contexte, officiellement, Réseau collabore avec le CIDEP depuis plus de 8 ans. Toutefois, on collabore avec la santé publique de manière générale depuis les tout débuts de l'organisme. Et c'est vraiment là, depuis février 2017, qu'on a commencé, nous les intervenants, à être sur place au CIDEP+. Donc, c'est au CLSC de la Visitation, 1705 rue de la Visitation à Montréal. C'est assez près du village gay, donc c'est intéressant pour l'achalandage, justement. Donc, voilà, nous, on est là pour faire le counseling pré-test de dépistage, juste avant que les usagers voient l'infirmier pour faire leur dépistage. Donc, c'est tous les mardis et jeudis, il y a une clinique de dépistage, justement, qui est sans rendez-vous. C'est le soir, de 16 à 19 heures. Et c'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous, comme je le dis. Il y a aussi possibilité que ça soit anonyme. Et un des grands avantages que nous offre le partenariat avec le CIDEP+, c'est qu'on peut avoir des usagers qui se présentent sans carte de la RAMQ. Donc, c'est bien intéressant pour ces gens-là pour qui c'est difficile d'avoir des services. Les approches de Réseau, dans le cadre du counseling pré-test, bien sûr, la réduction des méfaits, l'entretien motivationnel, intervention brève, et puis lors du counseling pré-test, il est toujours question de prévention combinée. Nécessairement, on va parler de la PrEP. Je reviendrai au concept de prévention combinée. En fait, c'est la prochaine slide. Donc, le petit dessin ici. Comme vous pouvez le voir, ici, on a un tableau. C'est un outil qu'on utilise toujours dans les counseling pré-tests de dépistage. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les stratégies qui sont possibles pour réduire les risques en contexte sexuel. Ça provient du projet Mobilise. Je vous invite à visiter le site web si vous ne connaissez pas le projet. Donc, projetmobilise.org. Alors, notre rôle en tant qu'intervenant à Réseau, quand on va au CIDEP+, dans un premier temps, ça va être d'accueillir les gens. Donc, c'est-à-dire, on va les chercher dans la salle d'attente, on les met en contexte un peu, on s'assure qu'ils sont à l'aise de discuter avec nous. Et puis, après ça, on va les informer. Donc, on va les informer de qu'est-ce que c'est Réseau s'ils ne le savent pas déjà. Et lorsqu'on informe les gens, on s'assure toujours de les informer en demandant leur permission, c'est-à-dire que s'ils veulent avoir l'information. On ne va pas donner de l'information si les gens ne veulent pas avoir cette information-là. Info sur le réseau, info sur la prévention combinée, les stratégies, et puis on va s'ajuster bien évidemment aux besoins de la personne. Un des rôles aussi, c'est de rester objectif et impartial. Je pense que c'est assez général dans l'intervention. Et puis, fournir des outils, des dépliants, toujours en lien avec le besoin de l'usager. Offrir une référence aux besoins lorsque c'est pertinent, qui peut être à l'interne, donc directement avec Réseau, ou encore avec d'autres organismes communautaires à l'externe. Et puis, un des gros rôles importants de l'intervenant dans ce partenariat-là, ça va être de communiquer avec le personnel infirmier et avec le personnel à l'accueil pour s'assurer justement que le tout se déroule bien. Et puis, ultimement, notre rôle, c'est de cerner le besoin de l'usager et d'y répondre du mieux qu'on peut.
Donc, avantages, désavantages. Je dirais que l'avantage principal, c'est vraiment que c'est un point de départ intéressant là, pour amorcer une réflexion sur la prévention combinée, sur la PrEP, sur les risques dans la sexualité. Donc, si la personne qui vient nous voir n'a jamais amorcé de réflexion en ce sens-là, ça peut être un bon moment justement pour commencer cette réflexion-là ou encore pour la poursuivre ou pour la peaufiner. Ensuite, c'est sûr que ça peut permettre à certains usagers de revoir certains préjugés et puis peut-être justement de faire changer un peu leur perspective sur certaines stratégies et sur la PrEP en particulier. Également, ça permet un lien direct avec le communautaire en général et surtout avec l'organisme réseau. Et puis, un des grands avantages que j'avais déjà dit, c'est dépistage sans la RAMQ. Et aussi, il y aura accompagnement de rendez-vous si, par exemple, la période de sans rendez-vous est complète. Normalement, on peut voir jusqu'à 10 usagers dans une période de rendez-vous entre 16 et 19 heures. Et puis, j'ai juste un petit exemple pour vous démontrer justement certains peut-être préjugés qu'on peut avoir ou des connaissances qui ne sont pas tout à fait justes sur la PrEP. Donc, il m'est arrivé d'avoir un usager qui m'a dit qu'il ne voulait pas prendre la PrEP, en fait, parce qu'il craignait les effets secondaires et surtout, il craignait de prendre des médicaments à tous les jours. Pour lui, vraiment, la PrEP, c'était synonyme d'une pilule à tous les jours. Alors, je lui ai expliqué un peu les différents, le mode de prise à la demande, en fait. Et puis là, tout à coup, il est devenu très, très intéressé par la PrEP. Donc ça, c'est un exemple justement de comment le fait d'avoir un intervenant directement sur place au CIDEP, lorsque les gens viennent faire leur dépistage, ça permet un peu des fois de réaligner certaines choses. Donc, ça peut être intéressant. Les désavantages, c'est que ça peut faire en sorte que les intervenants de réseau ou réseau en général vont être perçus comme un peu un agent de contrôle social ou bien comme un peu plus moralisateur. Donc, on essaie toujours de faire très attention à ça, mais ça peut arriver quand même. Et puis, c'est sûr que l'ensemble du processus peut être un petit peu plus long qu'un dépistage régulier sans intervenant. Donc, bien évidemment, si une personne voit seulement l'infirmier directement, généralement, c'est un peu plus rapide. Mais on essaie aussi de porter attention à ça et de respecter le temps des usagers qui viennent nous voir pour se faire dépister. Un désavantage, mais à la fois un défi, donc c'est la collaboration et la communication entre les différents intervenants, donc entre le personnel infirmier, les intervenants de réseau et le personnel à l'accueil. Des fois, ça peut être difficile, puis je dirais surtout dans les débuts, dans la mise en place et le peaufinement des procédures. Donc, mais ce dernier point-là, je l'ai placé comme un désavantage, mais c'est surtout un défi parce qu'en réalité, c'est un des avantages peut-être les plus importants. C'est-à-dire que pour un seul et même usager, il va y avoir deux intervenants, donc un infirmier puis un intervenant de réseau, qui vont collaborer puis communiquer ensemble justement pour le bien-être de cet usager-là. Donc voilà. Je continue avec campagne Réseau t'informe. Donc ça, c'est nos cartons promotionnels qu'on utilise pour faire la promotion du sans rendez-vous au CIDEP+, et de notre présence, bien entendu. Ensuite, on a la fameuse carte sur la PrEP, donc où on va informer les gens de qu'est-ce que c'est la PrEP, comment ça fonctionne, et puis comment on peut faire justement pour se la procurer, ou comment on peut faire pour tout simplement avoir un peu plus d'informations là-dessus. Juste à côté, il y a une capsule vidéo, ça dure à peu près 2 minutes et demie, et puis c'est une capsule dans laquelle on va retrouver plusieurs différentes informations. Entre autres, on va parler de qu'est-ce que c'est la PrEP, comment ça fonctionne, l'efficacité, les effets indésirables, combien ça coûte, est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce qui fait qu'on va décider d'avoir ou non la PrEP, et puis comment on peut faire pour y avoir accès, et puis surtout, c'est quoi la différence entre la PrEP et la PPE, et on invite les gens justement à discuter avec un intervenant de réseau. Ça peut être fait en ligne, via le clavardage, par courriel aussi. Ça peut être fait au téléphone ou même en face-à-face sur rendez-vous. Les sources d'informations aussi qu'on va offrir pour aller plus loin là, dans la réflexion. Je continue avec une toute nouvelle campagne de réseau. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. Aujourd'hui, c'est le moment d'en savoir un peu plus sur cette campagne-là, campagne GAP.
Donc, gratuite, accessible et prescrite, c'est-à-dire que Réseau se positionne officiellement pour demander à ce que la PrEP soit gratuite, accessible et prescrite à toutes les personnes qui la demandent et à tous les ARSA surtout qui la demandent. Donc, on a fait un lancement plutôt tout en douceur, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas tout le monde qui en a entendu parler, mais tranquillement, là, au courant de la prochaine année financière, on va faire plus d'actions en ce sens-là et puis on va en parler davantage. Vous avez le site web pour visiter la campagne, donc prep.réseausanté.org. Et donc, c'est une campagne où on va vraiment amener les gens à participer à un changement. Et puis, donc, dans un premier temps, on les invite à s'informer de quoi il est question. Et puis, on va les inviter justement à partager la campagne et rejoindre le mouvement. Et c'est là où on va amasser des adresses courriels pour éventuellement mener des actions avec des gens. Voilà. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site web si ça vous intéresse et surtout à partager la campagne pour essayer de faire en sorte que ça devienne viral. Donc voilà le visuel officiel. Aujourd'hui au Québec, la PrEP n'est pas gratuite, accessible et prescrite à tous les gars qui la demandent. Donc ben, merci beaucoup. Et puis ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Et Réseau a lancé un nouveau site web hier à Tout à son fait. atelier général, je crois. Donc, vous pouvez aussi visiter le nouveau site de Réseau. Si vous avez des questions sur la présentation, je vous invite à les poser dans la boîte de commentaires et je vais pouvoir lui poser pendant la période de questions tantôt. Entre-temps, on va aller à Gatineau, voir Bras-Outaouais et Max Ottawa qui vont nous parler de ce qui se passe dans leur région. Donc, on a Samuel Gauthier du Bras-Outaouais qui est intervenant au projet Entre-Hommes depuis 10 ans. Et on a Matthew Harding de Max Ottawa qui est coordonnateur de l'engagement communautaire chez Max Ottawa. Et c'est un Acadien de cœur qui est né au Nouveau-Brunswick, qui est déménagé à Ottawa pour poursuivre ses études en travail social et depuis, il travaille surtout en développement communautaire. Donc, je vous laisse la parole. Merci Martine, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais commencer la présentation en fait par un sondage qu'on a mené, une collaboration entre Max Ottawa et Entre-Hommes. Je vais laisser Mathieu présenter un petit peu plus Max. De mon côté, le programme Entre-Hommes existe depuis depuis mon arrivée, depuis 10 ans. C'est un programme qui vise en fait la santé des hommes qui aiment les hommes. Fait qu'on a cette particularité-là d'œuvrer dans un organisme où il y a plusieurs populations qui se côtoient. On a le travail de rue, on a les personnes vivant avec le VIH, on a une maison d'hébergement. Alors, c'est un des volets du Bras-Outaouais qui s'appelle Entre-Hommes. Le sondage, on l'a mené en fait sur plusieurs plans. Premièrement, le sondage, on l'a créé à partir d'un logiciel qui s'appelle SurveyMonkey, probablement que vous connaissez tous. Ce sondage-là a été publicisé notamment par Facebook. Donc, on a acheté de la publicité ciblée, payante via Facebook. Fait que ça a bien fonctionné. Il y avait aussi un prix de participation qui était offert. C'était une fin de semaine, en fait, pour 2 personnes avec le transport, l'hébergement, soit à Ottawa, soit à Montréal. Fait que c'était quand même assez intéressant pour les gens qui y ont participé. Alors, le sondage, il y avait 3 volets, consultation communautaire en ligne et en personne. Il y a des groupes focus qui ont été créés, plateforme en ligne, sondage auprès des intervenants aussi qui sont dans le milieu en ligne et campagne de sensibilisation puis groupes de travail aussi. Fait que je vais y aller vraiment en rafale au niveau du sondage. C'est vraiment des données clés qu'on a voulu mettre en relief. Après, vous aurez l'occasion, évidemment, de poser des questions. Fait que sentez-vous à l'aise. Je tiens à mentionner aussi que Ottawa-Gatineau, c'est 2 régions, c'est 2 régions différentes, en fait. C'est 2 systèmes de santé. Fait qu'on chevauche ces 2 systèmes-là. La stratégie qu'on veut mettre en place, c'est l'initiative de Max Ottawa. On essaye de participer, nous autres, du mieux qu'on peut du côté québécois. On a aussi la santé publique avec Gilles Lévesque, le Chalut, qui est là présentement. On est sur une table, on va en parler un peu plus tard avec Mathieu. Alors, 284 personnes ont répondu au sondage, ce qui est quand même assez intéressant. Il y a 182 répondants qui étaient d'Ottawa, puis 92 répondants de Gatineau.
C'était quand même des répondants relativement jeunes. Alors, 59% des répondants étaient âgés entre 26 et 45 ans. On parle de personnes, pour la majorité, de personnes blanches, avec 26% qui venaient de minorités culturelles, minorités racisées, ce qui est quand même assez représentatif de la population ici. 89% des répondants étaient séronégatifs. 24% des hommes séronégatifs se classaient à risque moyen ou élevé de contracter le VIH. Mais ça, on va voir tout à l'heure qu'il y a peut-être des nuances à faire par rapport à ça. Et c'est peut-être un des facteurs qui explique le frein qu'on a, que certaines personnes ont à adopter la PrEP ou à la prendre. Et 7% n'étaient pas au courant de leur niveau de risque. Puis 80%, la majorité des répondants n'avaient jamais utilisé la PrEP. Sur les 284 personnes qui ont répondu, 59 répondants utilisent ou ont déjà utilisé la PrEP dans le passé. Ça fait environ 20% des répondants. 65% ont pris connaissance pour la première fois de la PrEP via les médias en ligne, sites web, médias sociaux, les applications de rencontres. Fait qu'on voit que tout ce qui est applications, sites web, médias sociaux peut nous aider à véhiculer l'information au niveau de la PrEP. 43% des hommes estiment que les renseignements sur la PrEP ne sont pas offerts dans la région de la capitale nationale, incluant Ottawa-Gatineau. Je pense que c'est quand même presque une personne sur deux qui n'ont pas cette information-là. C'est encore là un élément clé. 58% des hommes n'étaient pas toujours au courant que le coût de la PrEP peut être assumé en totalité ou en partie par les régimes d'assurance publique ou privée. Ça, c'est une information aussi qui manque pour plusieurs personnes. 66% des hommes qui ont utilisé ou qui utilisent la PrEP en ont assumé le coût avec les avantages de l'assurance du travail et 32% les ont assumés de leur propre chef. On peut penser que ça pourrait indiquer que les hommes qui ont une assurance ou des ressources financières leur permettant d'assurer le coût des médicaments sur ordonnance ne trouvent pas difficile d'obtenir la médication. Eux sont privilégiés à ce niveau-là. Lorsqu'on a demandé aux personnes comment nous pourrions augmenter les connaissances à propos de la médication, voici les 4 principales recommandations qu'ils ont formulées. Premièrement, concevoir une campagne de sensibilisation et d'éducation qui comprenne une solide plateforme pour les médias sociaux, 36%. Offrir la possibilité de renforcement des capacités en collaboration avec des fournisseurs de soins de santé, y compris un module sur la façon de faciliter les conversations sur la santé sexuelle avec les minorités de genre et sexuelles. Formuler une stratégie de vulgarisation qui mobilise les collectivités dans des lieux qu'ils fréquentent déjà et préparer une trousse de démarrage de la PrEP pour les minorités de genre et sexuelles. 56% des hommes qui n'ont pas utilisé la PrEP voudraient l'utiliser à l'avenir, mais 61% ne l'ont pas fait, surtout par souci de coûts et effets secondaires. Les hommes qui rejettent la PrEP disent surtout que c'est parce qu'ils s'estiment à faible risque de contracter le VIH, 67%, entre autres motifs. Et on avait demandé des questions sur leur pratique sexuelle. On s'est rendu compte que les personnes qui pensaient qu'ils étaient à faible risque ne l'étaient peut-être pas. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la perception du risque que les gars ont au niveau de la sexualité qui serait à retravailler ici et qui servirait de frein aussi à l'utilisation de la PrEP. 22% utilisent ou ont utilisé la PrEP sur demande. Dans ceux qui ont utilisé, là, les 59, 78% utilisent ou ont utilisé la PrEP quotidiennement. La majorité l'ont utilisé quotidiennement. Et en moyenne, les gens qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent ont trouvé ça assez facile d'obtenir la médication. Dernière chose importante à souligner, c'est l'effet ou l'impact que la PrEP a sur l'anxiété par rapport à éventuellement avoir un ITS. On voit que, par exemple, avant l'utilisation de la PrEP, le taux, l'anxiété moyenne était quand même assez élevée, qui a diminué en fait aussi beaucoup après l'utilisation de la PrEP. Ça a un impact significatif à ce niveau-là. En conclusion, on pourrait dire que les points principaux au niveau du sondage, c'est qu'on a vu qu'il manquait d'informations au niveau de la PrEP. Le coût aussi peut être un frein. Tout à l'heure, on a parlé avec Réseau de la campagne. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que même au Québec, s'il faut payer que l'assurance qui est 87 $ par mois, ça reste quand même un coût assez important pour des gens qui sont, par exemple, au salaire minimum. Ça réduit considérablement l'anxiété. La PrEP a cet avantage-là. Puis
les gars ont aussi un peu de difficulté à percevoir le niveau réel de risque dans leur sexualité. Fait que j'arrête ça là, puis je laisse la parole à mon collègue Mathieu. Merci Samuel. Donc, en grosso modo, le sondage et la table de concertation est vraiment né en 2018 parce qu'on voyait toujours dans notre région, un peu comme ailleurs, que parmi les gars ayant des relations sexuelles avec des gars, qu'il y avait toujours des hauts taux de nouvelles infections du VIH. Donc, et avec l'arrivée justement de la PrEP et de nouveaux concepts de prévention combinés, on n'entendait pas beaucoup parler de nos partenaires par rapport à une stratégie pour utiliser ces nouveaux outils de prévention pour réduire les nouveaux cas. Donc, nous, Max Ottawa, on est un organisme qui travaille avec les gars qui aiment les gars et justement en partenariat avec Entre Hommes, qui est du côté de Gatineau, et avec un financement de l'Agence de santé publique du Canada, on a vraiment décidé de créer et de leader un peu une stratégie qui allait viser à augmenter l'accès et la demande de la PrEP dans la région. Donc, comme Samuel a élaboré un peu tantôt, c'est une stratégie qui est quand même assez compliquée puisqu'on essaie d'augmenter l'accès et la demande dans deux autorités sanitaires différentes, dans deux contextes provinciaux différents. Donc, évidemment, il y a des différences culturelles, mais aussi des différences politiques qu'on doit prendre en compte justement dans l'élaboration de la stratégie. Mais on se rend compte qu'il y a toujours juste un pont quand même qui divise nos deux communautés. Donc, si on veut vraiment faire une différence par rapport aux nouveaux cas d'infection, on doit vraiment travailler ensemble. Donc, c'est une stratégie qui est quand même assez innovative. Je pense que c'est quelque chose qui va être quand même assez intéressant puis qu'on doit vraiment élaborer les partenariats et vraiment se concentrer sur ça pour avoir du succès. Donc, je vais vous parler un peu en grosso modo de la stratégie. C'est une stratégie qui est de niveau très structurel. Donc, on essaie d'élaborer un plan pour augmenter l'accès et la demande et après, on va suivre avec les activités qui sont un peu similaires à ce que les autres ont déjà présenté aujourd'hui. Donc, par rapport à créer des cliniques de PrEP, par rapport à créer une campagne de sensibilisation, etc. C'est vraiment des choses qui n'ont pas encore existé dans notre région. Je sais qu'à Montréal, il y a justement eu des campagnes de sensibilisation de réseau. En Ontario, on a l'OHTN et le GMSH qui ont fait des campagnes provinciales. Mais ce qu'on entendait beaucoup des gars, c'est que c'est difficile d'aborder les éléments d'information de campagne provinciale quand ça ne se rapporte pas vraiment à la réalité municipale qui se vit ici dans notre région. Donc, c'est pour ça qu'on doit un peu dédoubler et recréer pour que ça soit plus facile justement pour les gars de la région de naviguer un peu l'information et les services dans notre coin. Donc, la stratégie vraiment est divisée en trois volets. On a le volet éducation, accès et soutien. Éducation et accès, c'est des volets qu'on voit dans beaucoup d'autres stratégies. Mais le volet soutien, c'est quelque chose qu'on voyait qui manquait beaucoup. Et on voulait vraiment faire certain qu'on allait incorporer les besoins de santé holistique des gars qui aiment les gars. Donc, on ne voulait pas juste s'arrêter justement à augmenter l'accès et la demande de la PrEP, mais on voulait vraiment considérer et aussi intégrer tous les autres services qui allaient suivre pour que les gars puissent rester dans un continuum de soins. Donc, en grosso modo, les objectifs proposés pour chaque volet sont là. Donc, on veut évidemment augmenter les connaissances par rapport aux communautés, mais aussi par rapport aux personnes qui fournissent les soins de santé. Quand ça vient à l'accès, on veut évidemment augmenter les cliniques disponibles, on veut remédier aux chemins compliqués. On a entendu beaucoup un peu parler aujourd'hui de comment les gars doivent beaucoup se déplacer d'une place à l'autre pour pouvoir justement accéder à la PrEP. Puis à chaque fois qu'on demande un déplacement, on voit le niveau de gars qui restent dans le cheminement diminuer. Puis après, justement, le troisième volet qui va être sûrement le plus intéressant, ça va être pour vraiment intégrer les autres services qui vont répondre aux besoins holistiques. Donc, on sait que les gars, ils viennent souvent nous voir pour avoir accès à la PrEP parce qu'ils sont anxieux par rapport au sexe. Puis souvent, ils vont prendre un peu la PrEP comme soutien santé mentale, mais il y a peut-être d'autres besoins là qu'on doit adresser. Donc, on veut vraiment pouvoir intégrer ces autres services-là pour répondre à ces besoins par rapport, c'est ça, à la santé holistique des gars. Et en grosso modo, voici quelques activités qu'on propose pour le volet. Et puis, donc, c'est ça, je vais laisser ça là. Et je vais repasser la parole à Samuel qui va nous présenter un autre document qui est sorti un peu de la table de concertation.
en fait, c'est vraiment très rapidement. C'est le formulaire de référence pour l'évaluation de la PrEP dans la région. C'est la Direction de la santé publique qui nous a fourni ce formulaire-là qui nous permet, nous autres, de faire des références. On a 4 points d'entrée au niveau de la PrEP du côté de Gatineau. Fait qu'on a le docteur Rémi de Champlain, on a une clinique privée qui est la clinique santé et sexualité du plateau. On a la clinique d'immuno de l'hôpital de Gatineau. Puis on a aussi un docteur Philippe Lavallée qui est à Buckingham, qui est une région un peu plus en périphérie de Gatineau. Alors, c'est assez facile, c'est qu'on remplit le formulaire de référence, on l'envoie par fax, ça fonctionne encore par fax même aujourd'hui, fait qu'on va l'envoyer et ensuite la personne va être contactée directement par le bureau du médecin pour prendre un rendez-vous. Fait que c'est sur place qu'ils vont faire l'évaluation, qu'ils vont faire la prescription et qui vont faire le suivi aussi. Fait que nous, on fait un petit counseling entre hommes. On va poser des questions, voir l'intérêt, blablabla. Et ensuite, c'est vraiment le travail de l'infirmière ou du médecin qui va faire la suite des choses, qui va assurer la suite des choses pour l'après. Et voilà. Merci. Ben, merci beaucoup, Samuel et Mathieu. J'inviterai les présentateurs à nous rejoindre pour la période de questions. Donc, les personnes qui ont assisté au webinaire, je vous invite à poser vos questions dans la boîte de commentaires. Je vais débuter avec une question pour Miels Québec. Vous avez eu beaucoup de façon non surprenante, là, beaucoup d'hommes gays et d'ARSA pour la prescription. Est-ce qu'il y a des démarches particulières qui sont faites auprès de certaines femmes ou des hommes plus hétéros? Est-ce que pour d'autres populations, qu'est-ce qui se passe? Oui, dans le fond, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi. Tout à l'heure, je parlais qu'on avait un comité de pratique pour la PrEP. C'est ce qu'on voit aussi, la majorité au niveau de nos partenaires, ça reste des ARSA qui sont, du moins, qui sont sensibilisés et qui sont intéressés par la PrEP. C'est sûr qu'on vit justement à aller, on parlait justement à aller chez nos différents partenaires comme le PIPQ, Projet d'intervention prostitution de Québec. Fait qu'on vit justement à aller peut-être plus at large là, au niveau de la clientèle, aller chercher travailleurs, travailleuses du sexe, personnes trans au niveau de nos partenaires aussi, donc les femmes trans, que ce soit au niveau des couples hétérosexuels justement qui sont différents et avec qui peut-être un risque justement de transmission. On ne parle pas là de couple avec une personne indétectable, mais on parle plus de personnes qui sont justement indétectables. C'est sûr qu'on a eu de la publicité qui s'est faite, comme on disait, at large au niveau de Radio-Canada. C'est sûr que c'était un topo qui a été fait télévisé. Sinon, c'est sûr nos prochaines étapes, c'est d'aller voir auprès de nos partenaires encore qui travaillent avec différentes clientèles. Ça reste que la majorité des gens qui font affaire au service de la prévention au Miels Québec, souvent, c'est les ARSA qu'on voit. Puis au niveau de la publicité, je sais que ce qui fonctionnait le plus, ça restait sur Grindr, c'est la plateforme du moins qui a attiré le plus de gens vers nos services. Fait que c'est ça, en ce moment, on est là à voir où est-ce qu'on peut justement aller distribuer nos dépliants chez nos partenaires pour aller chercher ces autres populations-là qu'on trouve qui sont aussi touchées là, par la PrEP en ce moment. Oui, vous avez des beaux dépliants pour la PrEP et le dépistage. Donc, s'il y a des gens qui écoutent qui cherchent une inspiration, vous pouvez contacter Miels Québec. Ils ont 2 dépliants très bien faits. Katie aussi a des dépliants sur. Gabriel, je me demandais, là, vous avez une présence au CIDEP. Avant, c'était le CIDEP qui allait chez Réseau. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'appréciation ou de bénéfices pour les personnes rejointes entre les deux formats, soit le CIDEP qui va à Réseau ou le Réseau qui va au CIDEP? Oui, c'est une bonne question. En fait, précisément, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que au moment où le CIDEP venait, les infirmiers et infirmières du CIDEP venaient à Réseau, j'étais pas là. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que l'avantage pour nous de se déplacer au CIDEP+, c'est surtout le fait qu'on va avoir peut-être des gens qui viendraient pas normalement à Réseau. Donc, je pense que c'est vraiment l'avantage principal de notre présence là-bas, c'est que les gens, ils s'en vont là, ils s'en vont au CLSC des Faubourgs et puis ça vont se faire dépister. Ils ne s'attendent pas nécessairement à rencontrer quelqu'un de Réseau. Et puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui apprennent même l'existence de Réseau, qui apprennent un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi notre mission.
Donc, c'est vraiment l'avantage principal, alors que lorsque les infirmiers et infirmières étaient directement dans notre organisme, puis ça se fait encore d'ailleurs, là, entre autres, je pense aux cliniques mobiles où on va dans les saunas, ben, c'est surtout les gens qui viennent voir réseau. Donc, c'est le principal avantage par rapport à ça. Ouais. OK. Merci. Je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Je vais en poser une à Bras-Outaouais et Max-Ottawa. Dans le fond, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation qui s'en vient bientôt? Vous êtes rendu où par rapport à faire connaître la PrEP dans la région? Est-ce que ça serait la même aussi Gatineau-Ottawa? Est-ce qu'il y a des particularités ou pas? Je vais laisser Mathieu. Donc, oui, on a une campagne de sensibilisation qui s'en vient justement, puis qui va être partagée avec les communautés et les autres organismes pendant la semaine de la fierté ici à Ottawa et à Gatineau, qui est à la fin août. Donc, ouais, notre campagne s'en vient, intitulée Équipé. Et vraiment, on va vraiment prendre on va se focusser vraiment sur sur la prévention combinée. Puis notre premier élément, évidemment, ça va être la PrEP. Et avec des années qui vont suivre, on va rajouter de nouveaux éléments à la campagne. Excuse-moi, j'ai mal compris. Comment elle va s'appeler la campagne? Équiper. Donc, équipe toi-même, équipe tes amis, équipe tes amoureux ou équipe tes clients. Ou pas clients en français, on dit Les usagers ou les participants ou... C'est ça. Donc, dans le fond, ça va être l'interface plus pour les fournisseurs de soins de santé. Donc, équiper tes... Parce que le terme que vous utilisez en français. Ça se dit bien aussi en anglais, c'est avec le même mot finalement? Oui. Ouais, c'est ça, ça va être equip. Yourself, your lovers, your friends, your patients. Ah, super. Ben, ça va être intéressé à pouvoir la partager aussi, donc n'hésitez pas à nous l'envoyer. Il y avait une question pour Réseau. Comment est-ce que vous arrivez à offrir le dépistage de façon anonyme sans RAMQ? Excellente question. C'est une question qu'on a souvent. Pour ce qui est du volet sans RAMQ, je suis vraiment pas certain, puis je préférerais peut-être référer justement directement au le dépistage entièrement, complètement anonyme, le dépistage de façon anonyme. Donc, il y a certaines limites à ça, c'est sûr, mais le dépistage entièrement, complètement anonyme, en fait, c'est qu'on peut seulement faire un dépistage rapide du VIH. Et là, l'infirmier n'a pas besoin d'avoir nécessairement de nom ou de coordonnées. Une autre option qui est possible, c'est de donner un pseudonyme. Donc, la personne, si elle ne veut pas s'identifier, peu importe la raison, ben, elle peut donner un pseudonyme et puis ça nous prend quand même un minimum de coordonnées, là, dans le sens où il faut rejoindre la personne pour lui donner les résultats de test après. Peut-être la limite principale quand on fait le dépistage sans RAMQ, ben, c'est le traitement. Donc, si on a un résultat positif pour une TSS, ben, après, pour le traitement, il faut débourser de l'argent à ce moment-là. Ouais. Merci. Étant donné que plusieurs gars sous-estiment ou ne connaissent pas leur niveau de risque, quelles suggestions avez-vous pour aider les gars à mieux estimer leur niveau de risque? C'est une question générale, donc vous pouvez lever la main si vous voulez répondre. Comment est-ce qu'on peut aider les gars avec leur niveau de risque? Oui, Patrick? Bien, souvent, nous, sans nécessairement toujours aller dans une optique de risque, mais à risque, souvent on va y aller, bon, on va parler de stratégie combinée tout à l'heure. C'est vraiment plus vers cette avenue-là qu'on va utiliser. On va faire la promotion justement de ne pas utiliser seulement une stratégie justement de prévention, malgré qu'une peut être fortement efficace. On va toujours essayer de la combiner. C'est plus dans cette approche-là qu'on va y aller. C'est sûr que c'est de nommer avec ce qui nous rapporte justement. Mais si on trouve si on a l'impression justement que les stratégies qui sont utilisées ne sont pas nécessairement optimales pour la prise de risque ou les comportements qui sont là, souvent on va encourager à regarder qu'est-ce qui serait réaliste pour cette personne d'ajouter au niveau de ces stratégies-là.
souvent, c'est plus dans cette optique-là qu'on va que nécessairement d'aller dire, ben là, t'es très à risque, etc. là. Fait que oui, on est capable de nommer les risques puis nos observations. Et souvent, justement, on va encourager à regarder, bon, tu veux pas mettre le condom, c'est correct, c'est une réalité, mais c'est quoi les autres choses qu'on peut mettre en place qui vont te permettre justement d'avoir une sexualité qui est plaisante, mais qui est sécuritaire pour toi aussi. Merci. Oui, Samuel? Ben, je pense que, premièrement, c'est important de rappeler les bases de la transition du VIH. C'est vrai qu'il y a des gars qui vont dire, oui, on est tanné d'en entendre parler, tout ça, puis c'est normal aussi, puis c'est correct. Je pense qu'il y a des façons intéressantes, cool, interactives de donner l'information, mais l'information est importante, elle est pertinente encore. Je m'en aperçois dans les ateliers que je donne, dans la sensibilisation qu'on fait en ligne ou sur les lieux de rencontre dans les parcs. Les gars manquent encore d'informations sur le VIH, puis il y a encore des mythes, il y a encore des choses qui sont véhiculées, qui sont encore dans la tête des gars. Fait que rappeler ces bases-là, sans nécessairement cibler, pas dire, ah ben toi, pourquoi tu ne connais pas telle chose. Juste rappeler les informations générales, ça peut aider justement à faire prendre conscience à certains gars qui ont peut-être des comportements plus à risque qu'ils le croient. Phoenix, on donne Phoenix, ça fait 4 groupes que je donne Phoenix à Gatineau, puis à chaque fois, les gars en apprennent, puis des choses que je pensais qui étaient acquises depuis longtemps sont encore à répéter, puis je pense que ça fait partie de notre travail que de le répéter ad nauseam. Malheureusement, ça fait partie de ça. Après ça, les moyens de répéter l'information, ben là, ça varie, des dépliants, du bouche à oreille, des ateliers, mais en tout cas, voilà, je dirais ça comme ça. Merci. Bon, On a une question par rapport à, Patrick, tu en as parlé un peu là, par rapport à comment aller rechercher les gens. On dit que c'est ça, il y a généralement un manque de visibilité de la PrEP pour certaines communautés non-ARSA, non-blancs, non-cisgenres. Il y a même une sous-représentation de ces communautés auprès des utilisateurs de PrEP. Donc, il y a 2 questions. Est-ce que vous avez des données démographiques au sujet des personnes intéressées à la PrEP que vous rejoignez, au-delà des hommes gays ou bisexuels, donc par rapport à l'âge, l'origine ethnique, l'identité de genre, l'utilisation de drogue, qui permettrait d'avoir une meilleure vision d'ensemble? Question numéro 1. Et la deuxième, est-ce que vous avez des stratégies pour assurer plus d'équité, par exemple une promotion ciblée auprès de certaines communautés sous-représentées, des formations pour assurer la compétence culturelle des services envers lesquels vous envoyez les gens? Donc, petite question. Oui, dans le fond, pour répondre à la première question qui était en lien avec les statistiques, les données démographiques, c'est sûr que si je parlais d'un comité tout à l'heure de pratique sur la PrEP, c'est sûr qu'à ce moment où on se parle au niveau de Québec, les données sur la PrEP, ça reste que c'est propre à chaque clinique ou à chaque médecin qui tiennent leurs propres statistiques. C'est sûr que quand on s'est rencontrés, on en a parlé justement de pouvoir partager ces statistiques-là éventuellement, parce que c'est quelque chose qui serait intéressant, en effet, d'avoir une vue d'ensemble sur la PrEP à Québec. Malheureusement, en ce moment, j'ai pas cette vision nécessairement-là statistique de ce qui se fait à Québec, mais c'est quelque chose qu'on a déjà nommé en comité, justement, qui a été apporté, qu'on souhaiterait faire à ce moment-là, parce que justement, le fait de partager cette information-là, ben, tout le monde est gagnant. En tout cas, tant qu'à moi, tout le monde est gagnant d'en profiter à ce moment-là. Puis nous, ben, c'est sûr que les statistiques qu'on a, ben, c'est celles des personnes qui passent par notre corridor en lien avec la PrEP. Jusqu'à maintenant, essentiellement, ce sont des hommes cisgenres, blancs, ARSA, qui sont passés par notre service, en effet. Sinon, pour aller chercher, l'autre question, je pense que c'était justement qu'est-ce qu'on fait pour aller peut-être cibler davantage ces populations-là. Mais c'est un questionnement qu'on a eu aussi. C'est sûr que de passer par nos partenaires, que ce soit de divers genres au niveau des personnes trans ou non-binaires, il y a le GRI, on sait qu'ils ont un bon noyau au niveau des personnes non-binaires trans en ce moment à Québec. C'est de partir de nos partenaires, en faire la promotion à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit au niveau des personnes racisées.
Mais c'est sûr qu'on essaie de créer des liens aussi avec le Centre multiethnique à Québec en ce moment. On n'a pas de lien très fort encore en ce moment. On a des partenariats qui sont en vue là, avec ces organismes-là. Fait que c'est sûr que c'est encore du partnership à travailler là, avec son partenaire. Sinon, en lien avec la publicité ciblée, ça, on ne s'est pas encore questionné à ce niveau-là. Là, étant donné, bon, là, on a une publicité qui n'est pas spécifiquement ciblée pour une population ou une autre, qui est très at large. On n'a pas encore pensé à développer du visuel là, à ce moment-là, étant donné qu'on n'a pas non plus beaucoup de données démographiques. Là. Donc, voilà. Merci. Je ne sais pas si... Oui, Mathieu? Ben nous, on a toutes les belles données que Samuel nous a présentées tantôt. Puis évidemment, donc 25% des gens étaient de minorités racisées. Donc, on a quand même une belle banque de données là qui nous donne un peu d'informations par rapport à ces communautés-là. On a aussi demandé l'identité de genre, euh, salaire, etc. Donc, vraiment, on peut vraiment aller comme extrapoler des données qui vont être intéressantes. On n'est pas encore complètement rendu là, mais ce qu'on sait, puisqu'on voit un peu aussi des données de Mobilise qui sortent de Montréal, c'est un peu par rapport à la compétence culturelle qui se rattache à la donnée de service auprès de ces communautés, qui est vraiment une barrière majeure présentement. Donc, des services qui sont par et pour, puis qui sont culturellement informés. C'est ce qui manque vraiment présentement. Puis on se rend compte que même parmi les communautés, on enlève un peu, les layers, puis on parle juste d'hommes gays ou bisexuels. Même à ce niveau-là, on a encore un manque de compétences culturelles dans les services de santé publique ou de santé, soins de santé. Donc là, si on rajoute des extra layers de minorités racisées ou de minorités de genre, il y a encore beaucoup moins de capacités culturelles justement à répondre aux besoins de ces communautés-là. Donc vraiment, c'est d'aller voir qu'est-ce que ces communautés-là veulent voir en tant que service, comment ils veulent accéder au service et après de développer quelque chose qui se rapproche le plus près possible de ce qu'ils demandent. Donc, c'est un peu compliqué, c'est une grande tâche, mais c'est quelque chose que nous, on essaie d'inclure dans notre stratégie ici dans la région d'Ottawa et Gatineau. Puis ça va certainement être quelque chose qui va sortir. Puis on veut aussi supporter des projets de recherche qui sont par et pour ces communautés, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes dans les données par rapport aux minorités racisées et la PrEP, par rapport aux minorités de genre et la PrEP. Donc, ça va être vraiment aussi de pas seulement juste pour nous de prendre des données que nous, on a recueillies et de redévelopper quelque chose de nouveau, mais de vraiment encourager l'initiative par et pour de ces communautés-là pour vraiment prendre le pouvoir et vraiment pouvoir développer leurs propres services qui répondent à leurs besoins. Soit sous notre enveloppe de services ou soit à quelque part d'autre. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. Merci. Je ne sais pas si tu l'as commenté. Oui, ben en fait, dans le même sens que ce que Mathieu dit, je pense que c'est vraiment important qu'on ait des services qui soient culturellement adaptés. C'est sûr que le contexte montréalais est peut-être définitivement très différent là, du contexte des autres différentes régions. Je dirais que l'important pour nous, c'est vraiment de démontrer l'ouverture, puis de dire qu'il n'y a pas que finalement tout le monde est, comment je pourrais dire, est bienvenu à Réseau. Puis surtout, je pense, l'effort qui doit être fait, c'est d'avoir des formations pour les intervenants, pour qu'on puisse vraiment avoir un style d'intervention qui va être adapté aux différentes cultures. Et également, comme le disait Mathieu, de soutenir les initiatives par et pour. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Bien sûr, d'avoir parmi nos employés, parmi notre CA, des personnes issues des communautés racisées. Donc, ça, c'est super important aussi. Même chose pour voyons. L'identité de genre. Oui, pour l'identité de genre, je m'excuse. Ça va. Il est 12h02. Il restait une dernière question. Je la poserai, puis après ça, je vous laisserai aller dîner.
Il y a quelqu'un aussi qui demandait rapidement si les présentations en ressources liens web pouvaient être envoyées. Donc, je présume que oui. Donc, je vais vous faire parvenir ça par la suite par courriel. Sinon, c'était, étant donné qu'il y a une forte corrélation entre l'anxiété et la PrEP, est-ce que certains d'entre vous ont pensé à faire des groupes au sujet de l'anxiété et de la sexualité? Je me tournerai vers réseau. Oui, ben, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de penser tout de suite à Phoenix, qui est un programme justement qui, je pense, répond vraiment à ce besoin-là par rapport à l'anxiété, la sexualité, la prise de risque. Donc, ce programme-là, qui est un programme qui est issu finalement du département de sexologie à l'UQAM, vraiment un programme d'éducation à la sexualité où on va aller regarder très précisément la prise de risque, mais où on va l'aborder surtout dans une optique plus positive et on va vraiment souligner l'importance du plaisir dans la sexualité et finalement l'importance d'avoir un peu un plan puis de prévoir les stratégies qu'on va utiliser à l'avance. C'est une des choses qui peut permettre justement de faire en sorte que l'anxiété va être un peu réduite par rapport à ça. Après, c'est sûr que tout dépendamment de chacune des différentes personnes, peut-être qu'il y a des problématiques particulières. À ce moment-là, il y a toujours possibilité aussi de faire une référence vers un service plus spécialisé où la personne pourra voir qu'est-ce qui fait qu'elle est anxieuse à ce moment-là. Mais voilà, c'est un peu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, mais vous n'avez pas un groupe sur l'anxiété? Dans le fond, c'est l'anxiété en général. Oui, Pas tout à nécessairement fait. lié à la sexualité. On est député, pas plus tard qu'hier, en fait, un groupe de discussion, un atelier sur l'anxiété, mais effectivement, c'est sur l'anxiété en général. Mais je pense que l'anxiété dans la sexualité ou en lien avec l'orientation sexuelle va définitivement être abordée. D'ailleurs, c'est une des aspects plus novateurs de cet atelier-là, c'est qu'on l'adapte vraiment pour notre population, donc des gars qui aiment les gars. OK. Voilà. Merci. Je ne sais pas si les autres organismes, vous avez des commentaires par rapport à ça. Patrick? Ben, nous, éventuellement, on avait commencé à travailler justement sur un groupe en lien avec l'anxiété liée à la sexualité. C'est pas quelque chose qui est encore lancé. Puis c'est sûr que, étant donné qu'on offre du counseling de dépistage, counseling de PrEP au miel, c'est quelque chose qu'on entend de la part des participants qui viennent qui utilisent nos services de counseling. Puis on essaie de s'en servir aussi pour faire du recrutement en ce sens-là, mais c'est quelque chose qu'on a envisagé aussi, de faire un groupe là, en ce sens-là. Je ne sais pas si Bra ou Max, vous avez. Oui? Ben, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que oui, il y a une corrélation assez forte entre le niveau d'anxiété et la prise de la PrEP. C'est sûr qu'on peut travailler là-dessus au niveau des ateliers. Nous, on serait intéressés éventuellement de donner les ateliers que le réseau va donner aussi. Mais je pense que déjà de suivre cette piste-là, d'avoir accès à la PrEP qui diminue un peu l'anxiété, ça peut être déjà un bon moyen. J'aurais voulu en savoir un peu plus par rapport à la question parce que je trouve qu'elle est pertinente. Mais si la PrEP peut servir à diminuer cette anxiété-là, oui, on peut la travailler ailleurs, mais pourquoi pas utiliser la PrEP si ça fonctionne bien chez la personne? Mais en même temps, c'est ça, je voudrais en savoir un peu plus sur l'idée première de Francis quand il a posé sa question. Mais en tout cas, bref, voilà. Merci. Excuse-moi, j'ai une question en même temps, puis là, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Il y a d'autres questions qui rentrent, là, il est midi et 5, donc par souci, je vais devoir mettre fin au webinaire. Je vous remercie vraiment pour vos présentations, c'était super intéressant, c'était vraiment éducatif, puis je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Puis merci à vous d'avoir participé au webinaire et merci à Kitty pour la collaboration. Donc, les webinaires prennent une pause pour l'été et on va être de retour à l'automne avec d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer des choses que vous aimeriez voir abordées. Donc, merci encore beaucoup, Patrick, Samuel, Mathieu et Gabriel, pour vos présentations d'aujourd'hui. Puis, je vous laisse partir pour dîner. Merci. Merci, bonne journée.